Bienvenue au balado Ça va maman où on parle de santé mentale parentale. Je m'appelle Jessica Brazo, je suis journaliste, animatrice et maman de 3 enfants. Je suis dans le duo de Ça va maman avec Laurie Zéphir qui est docteur, psychologue spécialisée en santé mentale maternelle, périnatalité et attachement parent-enfant. L'épisode d'aujourd'hui est extrêmement intéressant. On est tellement fière de cet épisode-là, contente de recevoir Jessica Barker du documentaire Maman, pourquoi tu pleures et Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole du mouvement Ma place au travail. Les deux filles se connaissent depuis longtemps, se DM, s'écrivent dans leur boîte de réception sur les réseaux sociaux chaque jour, mais ne s'étaient jamais rencontrées. Elles se sont donc rencontrées sur notre podcast pour une conversation puissante sur l'état de la santé mentale maternelle en ce moment, au Québec, avec tout ce qui se passe, l'état de la santé mentale maternelle aussi quand on accouche, quand ça se passe pas comme on pensait. Bref, j'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires sur cet épisode-là, qu'on a eu des frissons, là. Laurie et moi, on a eu des frissons, je pense, tout le long de l'épisode. Mais juste avant, je suis ravie de vous dire que cet épisode est de nouveau commandité par les fermes Louffa. Je trouve ça super intéressant qu'ils commanditent cet épisode-là parce qu'il est très cher et important pour nous, vous allez l'entendre. L'épisode a une portée sociale hyper importante. On va parler des droits des femmes, on va parler de prise de parole, d'être dans l'action, que tous les petits gestes comptent. Et je suis vraiment contente que ce soit une entreprise qui a aussi une mission sociale, qui soit le commanditaire et qui nous permette finalement de vous offrir cette conversation-là gratuitement, parce que c'est sincèrement une conversation qui doit être entendue. Alors, merci aux fermes Louffa d'investir dans la santé mentale parentale et dans ce cas-ci, plus particulièrement, dans la santé mentale maternelle. Avant de passer à la conversation, bon, vous savez que je suis déjà une loufavore moi-même, non seulement parce que le marché en ligne des fermes Louffa est simple, il est accessible. Ils ont autant des fruits et des légumes que des repas tout préparés, mais ce que j'aime surtout, et ce que j'encourage quand je commande mon panier, c'est leur mission, c'est-à-dire bâtir un meilleur système alimentaire local et responsable. Et comment ils font ça? C'est en faisant aussi affaire avec plus de 300 fermiers et producteurs locaux et responsables à travers le Québec, en faisant pousser leurs aliments dans des serres sur des toits à Montréal en été comme en hiver, avec des techniques d'agriculture urbaine qui permettent d'aider la planète en économisant de l'énergie, de l'eau, en n'utilisant pas de pesticides de synthèse, en organisant l'espace disponible de façon judicieuse et en réduisant drastiquement le gaspillage alimentaire. Donc, je suis non seulement heureuse qu'ils commanditent le balado, mais je suis aussi heureuse de vous permettre d'économiser vous-même sur la première commande de votre premier panier Louffa. Alors, inscrivez-vous pour recevoir votre premier panier des fermes Louffa en visitant le lufa.com, louffa.com et profitez d'un rabais de 20 $ sur votre première commande en utilisant le code promo MAMAN20. Alors, je répète, inscrivez-vous pour recevoir votre premier panier des fermes Louffa en visitant le lufa.com, lufa.com et profitez d'un rabais de 20 $ sur votre première commande en utilisant notre code promo MAMAN20. Alors, sur ce, je vous laisse à cette conversation hyper pertinente et importante. J'ai vraiment hâte d'avoir vos commentaires là. Écrivez-nous après l'avoir écouté. Merci! Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça va maman. Vous voyez qu'on est en belle compagnie pour ceux qui nous ont en vidéo, nos membres Patreon. Mais sinon, je vais présenter nos invités aujourd'hui. Jessica Barker, qui a fait le documentaire Maman, pourquoi tu pleures. Salut Jessica. Salut! Une autre Jessica, là, on va gérer deux C'est Jess. mêlant, c'est mêlant. Là, vous vous appelez Jessica en plus. Oui, c'est vrai, d'habitude, on est habitué avec Jess. Jess. Ouais. Mais comme on se connaît pas, ce serait bizarre qu'on s'appelle Jess jour 1. Mais bon, tout est possible. Fait que, exactement. Et Myriam Lapointe-Gagnon, qui est porte-parole de Ma place au travail, du mouvement Ma place au travail. Salut Myriam, merci d'être avec nous toi aussi. Hey, merci tellement de l'invitation. Ça fait vraiment mon bonheur d'être là ce matin. Ben, on est super contente de vous recevoir parce qu'on trouvait que ça fitait bien. Il y avait un très, très beau lien entre Jessica et Myriam. Laurie, veux-tu nous en dire plus? Ben oui, en fait, parce que c'est drôle, on se rencontre le lendemain de la Journée des droits de la femme, hein, puis il y a quelque chose par rapport à la maternité, la santé mentale maternelle, puis c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, hey, les deux ensemble, ça fitterait. Jessica, avec le documentaire Maman, pourquoi tu pleures, tu as été à la rencontre justement des mamans, puis je
je pense que tu as eu aussi beaucoup de retours de mamans qui parlaient de comment est-ce qu'au niveau de la santé mentale, en ce moment, on le sait, c'est fragile, il y a des creux, il y a des manques. Puis Myriam, en fait, c'est un message qu'on s'est échangé en Instagram. Messenger, là, Instagram privé. Oui. Vous voyez mon langage au niveau des réseaux sociaux, là, tout le temps perdu. DM. Mais... ouais, c'est ça. En DM. Tu Ouais. slides dans mes DM. Les slides dans tes DM, puis là, tu disais, hey, on a fait un sondage. Dans ce sondage-là, on a demandé à quel point vous avez l'impression que le fait de ne pas avoir de place en garderie, ça affecte votre santé mentale. Puis tu as dit, le résultat de ça, c'était 100%. 100% des répondantes ont dit ça l'affecte ma santé mentale. Fait que là, on s'est comme dit, OK, là, il faut qu'on en parle, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est un peu pour ça qu'on vous a regroupés ensemble. En plus, moi, je suis une grande fan de Myriam depuis le début. Je la suis, je la supporte. C'est tellement important ce qu'elle fait parce qu'on sous-estime le stress qu'on vit comme parents quand on est sans ressources de CPE ou de garderie, c'est banalisé au plus haut point, alors que, écoute, j'en reparle, puis mon corps réagit. Je me souviens à quel point ça me faisait capoter quand j'avais pas de place, quand je cognais aux portes, quand je me disais, mais oui, c'est une hérésie, on est au Québec, je veux dire, c'est public, je suis une maman qui veut aller travailler, puis je suis en train de capoter parce que j'ai pas de place en garderie. Sérieux, ça se peut pas. Pour moi, c'est l'équivalent que je suis une maman, je vais pas bien, puis j'ai pas accès à un psy. Pour moi, c'est exact. Exact. Je veux dire, ça se peut pas, puis j'ai la pression comme maman de m'occuper de ma famille, d'être tellement l'espèce de guerrière au front puis tout ça, mais à un moment donné, j'ai besoin que la société me supporte. Tu sais, c'est ça, en fait. C'est ça. Tellement. C'est la charge mentale, hein? C'est la charge mentale déjà de la famille, mais là, en plus, la charge mentale liée à l'angoisse puis à la peur au ventre de ne pas pouvoir retourner, prendre sa place dans la société. Puis tu le disais, le corps, hein, mais il y a vraiment énormément de symptômes, même physiques, de la détresse psychologique, là. Puis le sommeil aussi, des mamans qui sont déjà écrasées. Mais moi, le nombre de femmes qui me disent, à cause de cette crise-là, des places en garderie, je ne dors pas. Et déjà qu'elles ne dorment pas parce qu'elles allaitent, parce que ci, parce que ça, parce que bébé demande jour et nuit, ne fait pas la distinction et n'attend pas que tu aies bu ta première gorgée de café pour avoir besoin de toi. Donc, c'est des femmes là, qui m'écrivaient moi-même pendant que j'allaitais, hein, parce que le mouvement a commencé, mon bébé avait 4 mois. Fait que toute la nuit, à chaque réveil nocturne de mon bébé, je répondais à des femmes qui ne dormaient pas. Là. Puis je partageais leur angoisse. Puis Jessica, je suis super touchée là, parce que tu me dises ça, parce que tu sais, Jessica et moi, on s'échange depuis plusieurs mois dans nos DM, justement, tu sais, puis ça a été comme une des premières figures médiatiques femmes qui nous a aidés dans le mouvement à nous faire connaître. Elle a vraiment permis au mouvement d'atteindre, là, tu sais, dans le fond, plusieurs artistes qui se sont mis à nous suivre, à partager. Puis, tu sais, les artistes ont vraiment contribué là, à notre prise au sérieux, je dirais. Puis je trouve ça vraiment touchant que des femmes artistes là, prennent la parole pour aider les mamans actuellement qui n'en ont pas de parole là, dans tout ça. Parce que plus que charge mentale, c'est même liberté. La liberté d'aller travailler. Tu sais, quand tu dis, Laurie, qu'on est au lendemain, hier, c'était le 8 mars, là, tu sais, de la Journée internationale des droits des femmes, on a le droit d'aller travailler depuis combien d'années? Puis là, tu nous retires un peu ce droit-là en n'ayant pas de place en garderie. Puis là, c'est liberté financière aussi. Tu sais, à quel point c'est important pour la vie, pour les femmes, d'avoir de l'argent, tu sais. Fait que, effectivement, c'était super important de vous avoir toutes deux aujourd'hui. Oui, Laurie? Oui, puis il y a aussi, tu sais, on parlait de ne pas avoir de place en garderie, mais quand tantôt Jessica, elle disait de ne pas avoir non plus accès à un psy, ça aussi, ça a un effet sur la liberté de la femme. Tu sais, si, écoute, moi, je suis là, puis j'ai peut-être des symptômes dépressifs où je commence à avoir un épuisement, puis je le sais que j'ai besoin d'aide, puis je m'en vais cogner à la porte des gens, puis il n'y a personne qui est là pour m'aider. Le fameux village, là, quand il est absent, ça affecte toutes les sphères de ma vie. Puis c'est là, justement, qu'à un certain moment donné, je pense qu'on est de plus en plus, tu sais, je ne sais pas si les femmes, consciemment, on est maman, on est conscient de ça, mais à un moment donné, c'est qu'il faut qu'on le voit comme un enjeu de société. Les papas, les hommes, les gens sans enfants, les grands-parents, il faut que tout le monde soit mobilisé par rapport à, il y a une catégorie de personnes dans notre société
Évidemment qu'il y en a d'autres aussi, là, mais par rapport à la maternité qui sont vraiment désavantagées, puis que là, après ça, de se relever de ça, hey, mon Dieu, le stress financier, le stress psychologique, tous les effets, les conflits dans le couple, c'est pas facile de revenir de ça non plus après, là. C'est pas simple, là. Oui, puis moi, je trouve ça fou qu'est-ce que tu abordes là, l'idée de l'accès à un psy, parce que, tu sais, vous voyez, moi, j'ai une psy, puis quand j'ai mon bébé avec 4-5 mois, le mouvement a commencé. Moi-même, je vivais énormément d'angoisse. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement-là. Et puis là, je me retrouvais à accueillir l'angoisse d'énormément de femmes comme moi et de porter cette charge-là aussi. Et donc, j'ai rappelé ma psy, mais avant de la rappeler, je me suis dit, mais je pourrais pas aller la voir. J'ai mon bébé avec moi. Oui. Et puis, en tant que maman, en tant que femme, souvent, on n'ose pas demander et déranger. Puis moi, je me suis dit, mais ma psy, je sais qu'elle est maman et tout. Donc, tu sais, je l'ai appelée et j'ai dit, est-ce que je peux venir avec mon bébé te voir? Parce que j'ai pas de place. Je peux pas demander à un voisin. On est en pandémie, il y a tout ça aussi. Puis elle me dit, Myriam, tu peux venir me voir avec ton bébé. Ton bébé fait partie de ta vie. Oui. Ton bébé fait partie de toi, puis je veux jamais que ça t'empêche de venir demander de l'aide. Oui. Fait que aussi ça que, tu sais, même des psys, là, qui peut-être nous écoutent, là, de le dire aux femmes qui ont des enfants, s'ils sont à l'aise avec le fait que l'enfant soit là dans les rencontres. Tu sais, souvent, en plus, quand c'est des petits enfants, ils peuvent dormir sur toi. Tu sais, c'est pas comme un enfant de 3 ans, mais qui court dans le bureau. Fait qu'en tout cas, de sensibiliser les psys aussi à la détresse des mères. Clairement. Mais tout à fait. Tu sais, quand on dit que c'est comme un enjeu de société au complet, tu sais, moi, je sais pas si via Ça va maman, mais moi, d'emblée, les mamans qui viennent me voir le savent, là, honnêtement, même si mon enfant, il a 3 ans, tu sais, en plus, quand j'avais un bureau physique, là, ben, il y avait même des jouets, fait que comme ça, l'enfant, il est capable de limiter l'accès à la thérapie parce que la maman a un enfant puis qu'elle n'a pas de garderie ou l'enfant il est malade. Puis là, avec la COVID, il y a eu des nez qui coulent. Ça a été tellement complexe. Ce n'est pas de faciliter ça. Je sais qu'il y a des psys qui sont moins à l'aise avec cette formule-là. Chacun a son cadre, mais l'idée, c'est vraiment de prendre conscience à quel point on contribue d'une certaine façon quand on ne permet pas ça, on contribue à fragiliser encore plus la santé mentale. Mais là, ça veut dire que, exemple, toi, de Myriam, si ta psy t'avait dit, ben non, tu peux pas venir, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben là, écoute, je vais peut-être prendre moins de rendez-vous, je vais peut-être pas y aller, ou je vais essayer de trouver quelqu'un qui va garder, mais je vais stresser tout le long. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment toute une dynamique qu'on doit se mettre à la place des mères, des femmes pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'elles vivent. Puis tu as raison que des fois, on n'en parle pas assez. Puis, tu sais, Jessica, j'ai le goût que tu nous parles du documentaire parce qu'il y en a peut-être qui ne l'ont pas regardé, qui peuvent aller le regarder d'ailleurs sur Crave, sur Nouveau, Maman, pourquoi tu pleures? C'était quoi le message? Puis, qu'est-ce que tu as reçu comme message par la suite? Je sais que ça a été comme un déferlement. Oui, le message à la base, c'était vraiment de déculpabiliser les mères parce que c'était ça que je sentais dans les premiers contacts des femmes que j'ai contactées pour les témoignages. C'était l'immense culpabilité du fait d'être tombée malade puis de ne pas être la mère qu'elles avaient fantasmée, idéalisée. Puis de normaliser, en fait, le fait que ça peut arriver comme un diabète de grossesse peut arriver, comme un accouchement prématuré peut arriver, que la santé mentale fait partie des événements qui peuvent faire partie de l'aventure de la maternité. Mais comme c'est nulle part dans l'espace public, un peu plus grâce à toi, Laurie, sincèrement. Mais non, mais avant toi... Oui. Avant toi, Laurie, cette parole était inexistante. C'est moi, les premiers pitchs que j'ai faits au diffuseur, ils me regardaient un peu, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'était vraiment comme... Puis là, je sortais des chiffres, je mettais de l'avant, une femme sur 5. Puis ça a augmenté avec la pandémie. Il y a des nouveaux chiffres qui vont sortir. Donc, c'était vraiment l'élément déclencheur de normaliser, de déstigmatiser, puis d'enlever toute la culpabilité sur les épaules des mamans. Puis on parle de chiffres, là. Moi, j'ai su un chiffre la semaine passée, là, qui me fait profondément peur, là. Puis je le savais, je le sentais ce chiffre-là en dedans de moi parce que le mouvement est immense. Mais il y a une femme sur 3 au Québec présentement qui retarde ou qui est enceinte seule en lien avec son retour au travail. C'est une femme sur 3. C'est énorme. Et c'est des conséquences aussi à très long terme.
Exact. Il ne faut pas le sous-estimer. Puis le parallèle avec la santé mentale, c'est la même chose. Oui. Les sous-diagnostics, le fait de ne pas être pris en charge, le fait de le banaliser. Des conséquences à long terme, le fait de ne pas retourner au travail, perdre sa job, perdre son espace, perdre tout qui perdre on est, en fait. Perdre l'indépendance, la confiance, se sentir pas important, sentir que notre profession, dans le fond, on peut s'en passer, alors qu'actuellement, on ne peut pas s'en passer, les femmes sur le marché du travail. Les professions du lien, justement, des liens avec les autres. C'est beaucoup des femmes qui sont dans le care aussi, qui sont infirmières, psy, travailleuses sociales, psychoéducatrices. Il y en a beaucoup dans notre mouvement. Puis là, elles se disent, mais voyons, je suis une poussière, moi. Je suis pas importante, ça a des conséquences. Oui, puis tu sais, déjà, on en parlait avec Jessica à quel point l'entrée dans la maternité ou accoucher ou ça peut être déstabilisant sur la santé mentale pour bien des femmes. Puis là, tu poursuis ça là, jusqu'à ton entrée au travail, ton retour supposé. Puis là, tu es dans un autre stress. Fait que tu as tout ça à gérer en même temps. Puis là, je le spécifie encore, en pandémie en ce moment. Fait que c'est comme... Après ça, on se demande pourquoi la santé mentale des mères en souffre, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je pense que des fois, parce que je t'entendais, là, Myriam, par rapport à cette statistique-là, puis des fois, il y a des gens qui vont comme faire, bon, mais regarde, les mères, c'est des adultes, là, ils doivent, suck it up, là, des fois, j'entends ça, là, des discours assez agressifs ou violents par rapport à comment est-ce qu'on vous fait juste chialer, puis dans le fond, vous devriez être contente. Mais je pense que qu'est-ce que les gens ne voient pas, c'est que tant qu'on ne fait pas de la place à la santé mentale maternelle, ça peut pas être cohérent avec le développement de l'enfant, le bien-être des familles, le fait que c'est des citoyens dans la population, ça l'affecte tout le monde. Fait que je pense que quand on entend une mère, on devrait l'écouter quand elle dit qu'elle est épuisée, qu'elle est à bout, qu'elle est inquiète, qu'elle n'a pas de garderie. Si on ne donne pas de la valeur à ça, ben c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on voit aussi que quand elle retourne à la maison, ben son enfant, peut-être qu'elle est moins disponible pour la famille. Pour la famille. Puis là, les enfants, eux autres, sont confrontés un peu à ça. Puis là, on va voir des symptômes chez les enfants. Puis là, peut-être que là, ils arrivent à l'école. Puis là, on va taper sur les doigts des parents parce qu'on va dire, faites pas. Mais on n'a jamais aidé quand c'était le temps d'aider tout le monde, de voir ça comme un système, la famille, et non pas un individu, tu sais. Il y a quelque chose que tu dis qui me frappe, c'est que je trouve qu'il y a un mouvement actuellement qui est nécessaire où on a comme normalisé la souffrance liée à la maternité. Vraiment. La souffrance des femmes, en général. Vraiment. Là, on l'a normalisé. Mais, dans la normalisation, par contre, je trouve qu'il y a un risque. Ben oui. Parce qu'on peut dire que c'est normal de souffrir, mais est-ce que c'est normal de souffrir autant? Oui. Tu sais, toutes les plateformes, tu sais, Mère indigne, tu sais, tout comme la normalisation, d'être à bout, d'être fatigué, de vouloir crier, de vouloir... Tu sais, je pense que c'est nécessaire, mais est-ce que c'est normal que les femmes soient laissées à elles-mêmes dans cette souffrance-là, par contre? Tu sais, je pense qu'il faut faire attention à trop normaliser. Myriam, moi, c'est une des affaires. Moi, je suis... C'est pas gentil, qu'est-ce que je veux dire, mais j'ai un gros problème avec ce mouvement de mère à bout. On n'est pas supposé d'être à bout. C'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça, être un parent. Puis je comprends cette prise de parole-là, puis cette espèce de côté où j'ai besoin de revendiquer ça. Mais moi, il y a vraiment quelque chose qui me... Écoute, je te dis, ça me trouble, ça me fait de la peine parce que si tu es à bout, tu es une mère impatiente, tu es une mère colérique, tu es une mère dans cette énergie-là. Je suis désolée, mais il y a quelque chose qui ne va pas selon moi. Il faut que tu changes ton pattern. Il y a un problème. C'est pas un état normal. T'sais. Oui, mais tu sais, on en parlait justement dans un de nos derniers épisodes de Balado, mais je ne sais plus où est-ce qu'on l'a mis, mais on parlait du fameux vendredi. Hein? Ça avait été pas mal associé là, justement un peu. Puis c'est là qu'on se disait, tu sais, c'est pas le problème de prendre un verre de vin, mais il faut que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est un peu la même chose. Si tu es une mère à bout, puis écoute, tu trouves ça drôle, puis tout ça, mais fondamentalement, quand tu es dans ton quotidien, est-ce que tu prends le temps de réfléchir à qu'est-ce qui fait en sorte que tu es à bout? Hey, j'ai pas d'aide, je suis fatiguée, on a parlé de charge mentale, peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau du couple. Ça, au-delà d'en rire, au-delà de le normaliser, il faut aussi qu'on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider, toi, à vivre une parentalité qui est plus douce, plus concordante avec qui tu es, que tu sois moins dans la pression, que tu sois moins dans le stress,
pour que justement, la parentalité, ça peut être beau, c'est complexe, mais ça n'a pas à être difficile, ça n'a pas à être souffrant. Quand tu es là-dedans, il faut que tu te poses des questions. Oui, parce qu'il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a toi, de te réfléchir, toi, fine. Tu sais, puis si on le fait avec Ça va maman. Puis moi, je m'identifiais avant Ça va maman, là, carrément à la mère à bout, là. Puis tu te sens pas bien là-dedans, là. Tu fais juste culpabiliser, puis tu te dis pourquoi? Puis attends une minute, j'aime pas ça être mère. Puis voyons, pourquoi j'aime pas ça être mère? C'est ce que j'ai voulu depuis toujours. Puis fait que c'est de se réfléchir. Puis après ça, il faut qu'il y ait les instances pour t'aider puis te supporter là-dedans. Ce qui, là, manque, tu sais. Manque de psy, manque de place en garderie, tu sais, tout ça. L'entourage, tu sais. Pas juste les mères qui sont à bout, là. Les infirmières sont à bout, les pédiatrices sont à bout, les profs sont à bout. Les services de garde sont à bout. Les femmes sont à bout, là. Oui. Mais moi, c'est un message dans le mouvement aussi des places en garderie, puis dans la revendication qu'on fait de plus en plus, puis qu'on prend conscience aussi en se regardant aller. C'est justement, tu sais, tantôt Jessica parlait de la culpabilité. Tu sais, c'est comme on assume, en même temps, on se sent coupable. Puis, tu sais, dans tous ces mouvements-là de femmes qui se lèvent debout puis qui nomment leur sentiment d'être à bout, moi, en arrière de ça, moi, je sens de la colère. Oui. La colère qui n'est pas exprimée en tant que psychologue, on sait que ça se retourne quelque part. Ça s'en va dans le corps, ça s'en va en culpabilité, ça se retourne contre soi ou ça s'en va vers quelqu'un de plus petit que soi. C'est la colère des hommes va des fois se déverser sur les femmes, puis la colère des femmes peut se déverser sur les enfants, hein, pas nécessairement en étant physiquement violente, mais on porte une charge qui est violente, on vit une violence dans le fond. Là. Ah oui, on est humaine. Là. Cette violence-là, tant qu'on la dénonce pas, puis qu'on retourne pas la colère vers les gens qui en sont responsables de ce sentiment-là d'être à bout, c'est-à-dire un système qui nous impose à la fois d'être une bonne mère, d'être une sainte, d'être sacrifiée, en même temps de se sacrifier au travail. Mais qui on sacrifie au final? C'est qui la brebis qu'on met sur l'autel? C'est la mère, puis c'est l'enfant, parce que si la mère ne va pas bien, l'enfant ne va pas bien non plus. Exact. Fait que moi, c'est de redonner à César ce qui appartient à César, puis d'arrêter de s'excuser. Puis dans notre mouvement, à l'intérieur du mouvement, on est beaucoup de femmes qui s'impliquent, mais si on a une règle d'or, c'est qu'on ne s'excuse jamais de soit s'occuper de son enfant ou de s'occuper du mouvement. C'est-à-dire qu'on y va selon notre énergie, notre force, puis on s'excuse jamais aux autres de ne pas en faire plus parce qu'on en fait déjà tellement. Puis à chaque fois qu'on s'excuse, 5 piastres dans le sorry jar pour cette gare. Mais tu sais, quand je parlais tantôt d'être supportée par les instances, puis j'en ai pas parlé encore à Ça va maman, puis je voulais le faire, puis là, en plus, je me suis dit, j'aurais dû le faire hier, c'est la journée des droits. Puis, bref, Laurie, elle me disait, c'est tous les jours la bataille, Jess, fait que fais-les. Et c'est parce que moi, à la fin de mon congé de maternité des jumeaux, OK, ben, en fait, dans le congé, j'ai su que je perdais mon poste. OK, après. C'était bien correct, là. J'étais à l'aise avec le fait que le poste était coupé, puis que j'avais pas de job, Mais après, quand j'ai terminé mon congé de maternité, je me suis rendu compte que tu n'as pas le droit au chômage dans ce temps-là. Tu n'as juste rien. Fait que toi, tu sors d'un congé de maternité à 55 % de ton salaire, qui était déjà pas beaucoup, puis là, tu n'as rien du tout. Et j'en avais parlé avec un ami, j'ai un couple d'amis qui est avocat, puis là, Mathieu, qui s'appelle, il me dit, ben voyons, ça se peut pas, c'est impossible, c'est impossible. C'est fou, hein? Je te dis, Mathieu, c'est ça. Et donc, il a pris ma cause pro bono, il est allé voir son patron parce que ça allait prendre beaucoup de ressources pour aller contre le gouvernement pour dire que cette loi est anticonstitutionnelle, c'est inconstitutionnelle. Et il a vu qu'il y avait un mouvement avec Action Chômage. Il y avait 6 femmes qui avaient dit « Hey, ça se peut pas, puis je suis pas d'accord, puis tout ça. » Mais Action Chômage manquait de ressources, tu sais. Et donc, comme toujours. Comme toujours, exactement. Et donc, l'avocat, Mathieu, a convaincu son bureau, a amené les effectifs et il a fait ça pro bono, là, fait que ça leur a coûté super cher. Et là, moi, ce que je viens de savoir, c'est qu'on avait gagné. OK? On a gagné au tribunal de la sécurité sociale il y a quelques semaines et ça a été dit, gagné sur toute la ligne. Oui, on l'a partagé. Les dispositions sont inconstitutionnelles et le gouvernement doit modifier la loi. Mais là, ce que j'ai appris hier, c'est que le gouvernement est allé en appel. Il conteste les maudits. Il conteste. Voyons. Quand tu te dis, en 2022, la femme, on en a parlé avec ma place au travail et tout ça, je suis abasourdie. C'est gênant. C'est gênant. S'il y avait une parité au gouvernement, est-ce qu'il aurait fait ça? Moi, ça me questionne aussi dans le sens où... Peut-être. Les instances ne sont pas faites pour les femmes, là.
les instances de pouvoir, les positions de cadre ne sont pas faites pour concilier travail-famille. Puis, qui a avantage à ça? Tu sais, quand on se questionne, parce que hier, on avait un live Facebook pour la Journée de la femme avec les 3 porte-parole des oppositions en matière de conditions féminines. Fait que j'ai jasé avec Manon Massé, Isabelle Melançon, puis Mégane Perry-Melançon. Puis le 3e segment, c'était vraiment la santé mentale, puis le bien-être, puis tu sais, tout. Puis il y avait aussi la question de la place des femmes sur le marché du travail, la question aussi des services publics, prendre soin de nos services publics pour prendre soin des femmes. Puis à chaque fois, on revenait à se dire, mais mon Dieu, le gouvernement ne donne pas l'exemple. Dans le sens où, au Parlement, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas d'halte garderie. Il n'y a pas de congé. Pas de congé. Pas de congé. Fait tu sais, mettons là qu'il y avait eu plus de femmes en politique, est-ce qu'on serait aujourd'hui avec autant de sous-financement des services publics en santé mentale et dans les services aux enfants? Moi, je pense sincèrement que non, on n'en serait pas là aujourd'hui. Puis là, présentement, on est dans un mouvement où on demande aux femmes de se présenter en politique. Moi, je me le fais demander à chaque semaine. Mais ce que je réponds, c'est la politique n'est pas faite pour moi, là. Absolument. J'ai dit la même chose. Vous voulez pas que j'y aille. Vous faites tout pour que ça soit impossible que j'y aille. Jessica, toi aussi, tu te le fais de demander? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses? Puis moi, c'est impossible, ne serait-ce que, tu sais, je veux dire, puis j'admire celles qui le font, mais si tu y penses concrètement, là, ça se fait pas. Ben, physiquement, ne serait-ce que moi, je veux dire, je peux pas être là la moitié de la semaine alors que j'ai des enfants en bas âge. Physiquement, je serais pas capable de le faire. Je refuse des projets professionnels qui impliqueraient ça, mais je refuse aussi moi, j'ai un engagement politique qui est en moi, qui va arriver, je ne sais pas quand, mais ça sera quand mes filles vont être grandes. Je ne peux pas m'imaginer d'être à l'hôtel à Québec, mardi, mercredi soir, puis de faire un FaceTime avec mes enfants alors que j'en ai une de 10 ans puis une de 5 ans. Puis j'admire celles qui le font, puis ils ont des... Tu sais, je suis pas dans le jugement, là. C'est juste que moi, je serais pas capable, tu sais. Ben, c'est ça. C'est encore le... C'est ça que je me dis. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une question de parité ou c'est que le moule est tellement pas fait que justement, si tu veux dire, hey, je veux y aller, mais je suis obligée de comme. Exactement. Exactement. Il faut que toi, tu te casses puis que tu te sacrifies pour fêter avec ce moule-là. Mais quelle richesse on s'empêche d'avoir après ça. C'est ça, avec les femmes, tantôt, je leur disais, tu sais, vous avez quand même une responsabilité d'être un exemple. Puis moi, je pense que de dire, je mets mes limites aujourd'hui, mon enfant est malade. Puis d'assumer ça dans une réunion politique ou même dans un point de presse. Hey, je reçois un appel, mon enfant a gastro, il faut que je m'en aille. Normaliser ça, il y a un poids, tu sais, il y a un poids qui se libère de toutes les femmes après ça, tu sais. Oui. Mais tu sais, moi, qu'est-ce qui me chicote, c'est encore de faire porter aux femmes cette bataille-là seule. Puis c'est là que je me dis, ben, il y a des papas aussi. Fait que, tu sais, ça serait autant fort que ce soit un papa qui dise, hey, désolé, aujourd'hui, c'est moi, je vais chercher mon petit coco à la garderie. Ciao, bye, je pars à 3 heures. C'est des grands-parents, c'est des grands, tu sais. Fait que c'est là que les femmes, non seulement on est au front, mais même quand on est comme tout amoché, c'est comme si il y a personne d'autre pour continuer le combat pour nous. Puis je pense que dans le fameux soutien à la santé mentale maternelle, dans toutes ces sphères-là qu'on a discutées, c'est de se dire, mais pourquoi qu'on est toujours seul à devoir porter ce combat-là? Mais je pense pas qu'on est seul. Faut juste leur donner la parole. Tu sais, Mathieu, là, mon avocat, c'est un papa. Puis il a fait, hey, ça n'a pas de bon sens, puis moi, je vais aller au front pour vous autres, tu sais. Fait qu'il faut juste leur donner la parole. Il y a des bons alliés, oui. Il faut qu'ils apprennent, tu sais, cette prise de parole-là, il faut qu'on leur laisse la place pour qu'ils joignent le mouvement, finalement, tu sais. Oui, mais je pense qu'ils doivent, tu sais, dans le combat non plus, je pense qu'il y a beaucoup de papas qui ne veulent pas non plus prendre la place, tu sais, il y a comme aussi ça. C'est ça, c'est délicat. Tu sais, moi, dans le mouvement, là, dans le fond, là, ça a tout déséquilibré mon couple là, au moment où c'est arrivé parce que je pouvais jamais prévoir que ça deviendrait aussi vite, aussi gros. Puis donc, mon chum, il a pris le congé à ce moment-là pour me permettre de faire toutes ces activités-là. Puis souvent, mais dans les images, dans les photos, quand on regarde le déroulement du mouvement, ben, on me voit moi devant la caméra prendre la parole, puis on voit mon chum en arrière qui s'occupe du bébé. C'est cute. T'sais, mais ça, il faut quand même le nommer. Puis, hier, c'est drôle parce qu'Isabelle Melançon, à la fin du live, on se remerciait tout le monde, puis elle a dit, ben moi, je tiens quand même à remercier 2 hommes. Je suis quand même, ça vaut ça, tu sais, des femmes, là, tu sais. Bon. Puis là, elle me dit, non, mais il faut remercier Jérémy, qui est mon conjoint, qui était dans le salon.
silencieux à écouter, à s'assurer que ma technique se déroule bien. Puis Jules, parce que Jules, ben, il a pleuré pendant le live, mais Jérémy est allé consoler Jules, puis Jules s'est laissé consoler par son père, tu sais. Oui. Puis, mais ça m'a permis de prendre la parole, puis de prendre ma soirée, tu sais. Oui. Fait que s'il n'avait pas été là, j'aurais pas pu le faire non plus, tu sais. Fait que c'est non seulement l'homme, mais c'est la société. Moi, je pense que on oublie aussi que en ce moment, on met beaucoup de pression sur le couple et sur la famille nucléaire, alors que dans beaucoup d'autres cultures, c'est l'ensemble du village qui est responsable de l'enfant, tu sais. Oui, tout à fait. Complètement. Vraiment. Puis, tu sais, c'est drôle que tu parles de ça parce que pas plus tard qu'hier, on avait rencontré une maman, en tout cas, on en reparlera de sa maman, mais une maman africaine qui disait que justement, là-bas, la tante aussi est responsable autant du développement de l'enfant, tu sais. Fait qu'il n'y a pas comme, c'est moi la maman, c'est toi le papa, puis on s'en occupe. Puis même nous, à Ça va maman, tu sais, au début, on a commencé vraiment beaucoup santé mentale maternelle. C'était comme un peu plus ce en quoi moi j'étais à l'aise. Puis, tu sais, Jessica, par son vécu aussi, c'était plus facile pour nous de s'attarder aux mamans. Mais rapidement, il y a eu des papas qui nous ont dit, comment ça, vous avez pas un ça va papa, tu sais, comment ça, vous en parlez pas? Puis là, on était comme, ben là, on n'est pas trop sûr, on veut pas parler pour vous autres, on sait pas quoi dire. Fait que, tu sais, c'est vrai que des fois, on a peut-être tendance à oublier le fait que dans la parentalité, hein, les deux ensemble, ben, femme, homme ou peu importe comment est-ce qu'on s'identifie, qu'on est capable justement d'aller regarder tous ces points-là qui nous rattachent ensemble, puis qu'on soit moins dans le vous parlez pas parce que nous, on parle plus fort, ou vous parlez pas parce que vous avez l'impression que c'est pas votre combat, c'est notre combat à nous tous. On sort de la confrontation, dans le fond, qu'on soit collectif, tu sais, puis dans l'invitation, puis dans la rencontre avec l'autre, tu sais. Oui, tout à fait. Qu'on soit collectif, puis je pense que la façon de le faire, c'est justement d'en parler comme ça. Puis tu sais, là, on est dans les revendications, puis on parle de tout ça, mais juste dans la compréhension de ce que c'est, par exemple, de la transition à la maternité. Tu sais, je veux dire, nous, on a une conférence sur la matrescence, puis moi, je savais même pas ce que c'était à la base, la matrescence, la transition à la maternité que tu fais comme... puis je pense beaucoup au documentaire, là, Jessica, Maman, pourquoi tu pleures? Parce que là, on voyait des femmes qui avaient eu, mettons, des diagnostics suite à la grossesse, puis à l'accouchement, puis à tout ça. Mais juste de devenir mère, juste cette transition-là, elle est tellement pleine. Chargée. Je veux dire, moi, j'ai pas eu de diagnostic, mais j'ai trouvé ça rochant, là. Rochant parce que je me reconnais plus qui je suis là-dedans, puis à ta minute, je vais essayer pas à pas, exact. Fait que de mener plein de combats en même temps que d'essayer de te comprendre ce qui se passe en toi puis que tu te sens mal parce que depuis la nuit des temps, il y a des mères qui deviennent, tu sais, il y a des femmes qui deviennent mères puis c'est supposé être, ben oui, tu deviens mère, c'est la suite logique. Mais c'est ça, c'est... Alors comme l'adolescence, là, c'est comme l'adolescence, je veux dire, c'est un rite de passage, là. Exact. L'adolescence, c'est comme si là, on n'a plus de rite de passage à l'adolescence. Dans plein d'autres cultures, il y a des rites de passage. Mais là, c'est comme une adolescence floue qui dure parfois jusqu'à l'université, dans le sens où, tu sais, on n'en parle pas de la quête identitaire liée à cette période-là. Oui, exactement. C'est intéressant parce que, ben, je veux pas faire du pouce sur ce que je fais, mais tu sais, j'ai quand même cette expertise-là. Moi, ma thèse, elle porte sur la résilience des adolescents nouveaux arrivants. Parce que double quête de sens à ce moment-là. Puis moi, je retrouve beaucoup des éléments de ma thèse dans ce que j'ai vécu dans la maternité. C'est ça. Un passage, tu sais. Mais la matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence, tu sais. Exactement. Pour dire que c'est un rite de passage. Puis je pense que d'en parler, c'est juste mon chum qui faisait comme, mais voyons, Jess, qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on n'en parle pas que la maternité, ça nous déséquilibre parfois, là. Peut-être à petite échelle, puis des fois à plus grande échelle, mais on le dit pas, fait que c'est comme, ben, moi-même, je me questionne, lui, il se questionne, puis c'est... Comme il n'y a pas de... Comme il n'y a pas de ça dans l'espace public, on n'a aucune idée que c'est réel. Tu sais, je veux dire, à partir de l'instant où ça devient, on le normalise, ben là, après ça, tu te poses des questions, puis tu te dis, ben je vais réfléchir, je vais voir autre chose. Tu sais, maintenant, tu sais, pour moi, le parallèle, c'est comme il y a 25 ans, on ne parlait pas d'autisme. Maintenant, on a tous une référence sur c'est quoi un enfant autiste. Le spectre est large, il y a plusieurs réalités. Mais je pense que la santé mentale périnatale, c'est la même chose. Le spectre est large, puis il y a plein de réalités différentes. Puis ça se peut que ça aille super bien, puis good for you, mais ça se peut que ce soit difficile, puis peu importe. Tu es une bonne mère. Moi, c'est vraiment ça que je trouve qu'il faut mettre de l'avant, tu sais, puis le nommer, puis le... C'est quoi une bonne mère?
C'est ça, exactement. C'est quoi une bonne mère? Mais tu es une bonne mère pour ton enfant. Tu sais, c'est ça que C'est je quoi veux dire. c'est quoi un bébé facile ou un bébé difficile? Comment ça qu'on caractérise de même bon, mauvais, facile, difficile? Oui, surtout qu'il n'y a pas de mauvais. Mais ça. Il n'y a pas de mauvais. Tu sais, chacune a sa personnalité. L'enfant a une personnalité. Tu ne vas pas être la même mère selon même dans la fratrie parce que l'enfant est différent. Oui. Mais je confirme. J'en ai deux. J'ai deux univers. J'en ai juste un, mais je me dis, tu sais, je me suis adaptée dans ma maternité au bébé réel qui est là. Oui. Puis, tu sais, si on a tellement une vision rétrécie de comment ça doit être, ben notre modèle de bonne mère, puis notre pression qu'on se met peut nous amener à être une mère non adaptée, mettons, aux besoins du bébé, qui est peut-être différent. Je veux tellement que ça se passe comme que j'avais pensé que ça allait se passer. Mais si je vous pose la question justement pour les deux, est-ce que vous tu sais, clairement avant de partir ce mouvement-là, le documentaire, est-ce que vous êtes flabbergasté, là, j'ai pas le mot français, là, de l'ampleur que ça a pris justement le après? Tu sais, est-ce que, bon, vous aviez quand même un espèce de mouvement activiste en vous, là, de dire, OK, on veut parler de ça, on veut le mettre en lumière, mais quand, là, justement, ça a confronté la réalité, là, comment vous avez vécu ça, de voir l'ampleur de tout ça? Ben, moi, je suis super fière parce que c'est une intuition que j'avais, mais qui était très, moi avec moi-même. Puis là, ça a tellement résonné. Je reçois encore tellement de messages de femmes qui me disent, de femmes de tous âges, là, j'ai reçu des messages tellement touchants, des femmes de 80 ans qui me disent, je viens de comprendre qu'est-ce que j'ai vécu, il n'y a jamais personne, je vous en parle, j'ai des frissons. Moi aussi, il n'y a jamais personne qui m'a dit que ça se pouvait. Je viens de comprendre qu'est-ce que ma mère a vécu. Je ne savais pas pourquoi ma mère était tout le temps couchée. Je me suis tellement posé des questions enfant. Des chicanes entre amis. J'ai reçu beaucoup de messages. Je ne comprenais pas mon amie. Je me suis chicanée avec elle. Mais là, je viens de comprendre qu'elle était sûrement en train de vivre un épisode soit de dépression ou d'anxiété. Je la trouvais tellement fâchée, en colère. Tu sais, fait qu'écoute, c'est des kilomètres de messages que je reçois. Pardon? C'est comme une libération de la parole. C'est exactement ça, puis c'est fort, puis c'est beau, mais en même temps, c'est pas normal vertigineux. qu'on soit ça. Moi, ce que je trouve capoté, c'est de me dire, mais parce qu'ils n'ont pas d'autre espace, là. Non, c'est ça. C'est ça. T'sais, parce qu'ils sentent tout mal quand ils écrivent, là, parce qu'ils savent bien qu'on en reçoit plein de messages, mais ils n'en ont pas d'espace pour que quelqu'un prenne soin d'elle. C'est ce que je trouve fou. Puis non seulement ça, c'est que celles qui devraient prendre soin d'elles, c'est des femmes comme elles, qui peuvent en plus pas retourner travailler. Mais quel monde de fous! Oui. Puis après ça, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que des fois, quand j'entends Jessica, je me dis, mais on a eu un peu le même processus dans le sens où on s'est fié à notre intuition, puis on a fait confiance à cette intuition-là, en arrêtant de la terre aussi, puis on s'est dit, allons-y, puis on verra. Puis on s'est un peu lancé dans le vide en sachant pas, en suivant notre gut, là, nos tripes, là, tu sais, ce qu'on a aussi profondément comme inconscient collectif en tant que femme, moi, je pense, une genre de, tu sais, la femme sauvage, la femme intuitive, la femme dans ses ovaires, dans ce qu'elle porte, tu sais, qui dit, j'y vais. Puis ensuite de ça, on a mis le doigt sur quelque chose qui était porté par tellement de femmes que c'est comme si on a mis le doigt sur une plaie béante. Qui est la pointe de l'iceberg. Qui est apparue et qui émerge, tu sais. Mais moi, je me dis, si moi et Jessica, on est quand même, tu sais, on représente une version de la femme qui est avantagée dans la société. Tout à fait. Ça, il faut être consciente de ça. Je pense qu'on l'est toutes les deux. De dire, on a le temps, on a le conjoint, on a la couleur de peau, l'avantage socio-économique de ne pas être avec un salaire minimum. Ben, quoique moi, de mon côté, je paye pour travailler présentement, là, mais j'ai l'aide de mon conjoint, j'ai le côté, j'ai été à l'école, j'ai les mots pour dire les choses, j'ai la langue tout ça. pour dire les choses, l'accent pour dire les choses, ne serait-ce l'apparence pour dire les choses. On a tous ces avantages-là que bien des femmes n'ont pas. Et donc, on a une responsabilité aussi. Mais il faut être consciente de si nous, on vit ces problèmes-là,
Ouais. Imaginez l'ampleur de ce qu'une femme qui n'a pas les mêmes avantages que nous. Ouais. Vraiment. Faut être consciente, mais il faut aussi avoir la confiance en soi qu'on vaut la peine, qu'on vaut quelque chose, que ça, c'est pas moi qui me sens juste, tu sais, c'est pas normal, tu sais, faut pas que tu sois dans le c'est pas normal que je me sente de même, puis que faut que tu aies une confiance pour faire, hey, attends une minute, là, moi, je vaux quelque chose, puis je suis pas entendue, puis je suis pas écoutée, puis pour vrai, à Ça va maman, là, ça fait quoi, là, ça fait 1 an, là, qu'on est en entreprise, c'est tellement difficile de retourner le regard vers le parent, que Vraiment. la mère se regarde, tu sais, dans les réseaux sociaux, on en a full, là, des vas-y, ton enfant fait ça comme ça, pour être une meilleure mère. Mais dès que tu retournes le regard vers elle, qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que toi tu veux? Comment tu te sens, toi, dans cette crise-là? C'est tough. C'est tough parce que faut que tu valides, puis il faut que tu fasses attends une minute, là. Moi, je me sens de même, puis il y a une raison pourquoi je me sens de même. Tu sais? Oui, puis ce bout-là, il est tough. On a appris, c'est de déprogrammer quelque chose qui est profondément ancré, mais qui n'est pas instinctif. Sinon, on ne vivrait pas autant de colère à l'intérieur. Exact. Quelque chose qui est acheté. Oui. Mais moi, je me rappellerai toujours une des raisons que parce qu'au départ, moi, je travaillais avec les enfants. Là. Moi, j'étais vraiment comme all-in psychologie des enfants puis tout ça. Puis je me rappelle que justement, j'avais un suivi en enfance, puis la maman de cet enfant-là que je voyais, tu sais, je vois à quel point, là, écoute, c'est difficile pour l'enfant. Il se passe beaucoup de choses à l'école. L'enfant n'était pas compris, puis tout ça. Puis tu sais, c'était ardu même pour moi, puis je n'étais même pas le parent de cet enfant-là. Fait qu'à un moment donné, dans une des rencontres que je fais avec elle, j'ai dit, ben, tu sais, peut-être que vous aussi, ça vous ferait du bien d'avoir votre espace pour aller réfléchir à tout ce que ça vous fait vivre, puis tout ça. Et elle, de me dire, ça va me marquer toute ma vie, là, cette phrase-là. Elle m'a dit, moi, je vais aller bien quand lui, il va aller bien. Puis pour moi, c'était comme, ah non, là, c'est là qu'il faut qu'on donne du crédit, de la valeur à ce que les parents vivent. Parce que oui, je comprends, là, puis je sentais tout son amour pour son enfant, mais en même temps... C'est sa logique aussi, tu sais. Tout à fait, je comprends à ça. Mais en même temps, moi qui la vois de l'extérieur, je fais comme... Tu peux pas t'effacer comme ça, tu peux pas t'invalider comme ça, tu peux pas te sacrifier comme ça. Tu sais, fondamentalement, on est des humains, nous aussi, avec des besoins, avec des limites, puis si on ne fait pas de la place, puis c'est là qu'à travers nos différents mouvements, nous, on est en train de dire, on va lui donner de la crédibilité, on va lui donner de la valeur avec les porte-voix qu'on a, puis c'est ça qui arrive, c'est que du moment qu'on commence à parler, là, on voit à quel point là, tout le monde arrive en disant, mais moi aussi, je me sens comme ça, mais peut-être que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les ressources pour être capable de mettre ça de l'avant, mais fondamentalement, les besoins des mères, les limites des mères, les voix des mères, il faut qu'on les entende parce que justement, trop facilement, on les met, on les met de côté et on les efface. Même le mouvement, tu sais, moi, là, qui va à l'avocat puis qui dit il faut avoir droit au chômage, après, je le fais pas pour moi. Il m'a dit, tu sais, je veux même pas une scène de ça. Je me suis débrouillée. Je le fais pour ma fille. Exact. Je le fais pour, pour mes enfants, inévitablement. Oui, effectivement, tu as raison. Mais pour arrêter ça, même moi, j'arrête pas de dire, mais c'est pour mon enfant que je me fâche, c'est pour mon enfant que je me fâche. Pour valider ma colère, là, je fais juste dire, je suis une maman ours. Si tu approches mon bébé, je sors les griffes. Oui, si tu t'approches de moi aussi. Oui. Tu sais, si je te dis non et que tu continues, là, pourquoi je me fâche pas? Complètement. Mais on reste maman. Puis, les deux après, quand tu comprends que, tu sais, parce que si tu y vas de la base, là, go la femme, là, tu vaux tout ça, c'est peut-être tellement difficile et tellement, comment je dirais bien ça, le chemin est long à faire là, pour se rendre là. Un jour, je suis sûre qu'on va y aller. Mais si tu y vas dans le, regarde, je sais que c'est pour ton enfant que tu veux le meilleur puis tout ça, mais ton enfant, comme tu as dit tantôt, Myriam, il va aller bien quand toi, tu vas aller bien. C'est là que tu fais comme, OK, puis plus tu vas vers ce chemin-là de la connaissance de soi puis de la confiance en soi puis de ci, de ça, bien, plus toi, tu vas t'élever en tant que femme, en tant que tout ça. Oui, tu vas le faire et pour ton enfant et pour toi, au final, tu sais. Oui, mais tu le fais pour tout le monde, tu le fais pour ton mari aussi, tu le fais pour toute la société. Ah, tout à fait. Puis, tu sais, nous, mettons, au niveau de la santé mentale jeunesse, puis moi, je suis dans un département de pédopsychiatrie, tu sais, on parle souvent des enfants symptômes. Tu sais, des fois, l'enfant porte le symptôme. Il peut porter le symptôme d'une société. Tu sais, moi, l'enfant qui a une anxiété de performance, c'est un enfant symptôme de notre société, tu sais. Mais un enfant qui devient... Parce que moi, la patiente qui m'a le plus marquée là, depuis le début de ma formation, c'est une petite de 3 ans. Puis la maman avait vécu un accouchement traumatique de jumeaux prématurément.
C'est une maman très dans la performance, entrepreneur, qui veut être une bonne mère, tu sais, qui a travaillé tout le long de sa grossesse, qui ne voulait pas s'arrêter. Puis là, l'enfant, son symptôme, c'était de freiner son développement. À chaque fois qu'elle aurait dû parler, elle était capable de parler, mais elle ne parlait pas. Elle était prête pour être propre, puis elle avait un jumeau qui était un garçon, puis lui, la devançait toujours. Mais même si elle était prête en premier, elle retardait. Elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas marcher, elle ne voulait pas aller aux toilettes, même si elle contrôlait son sphincter. Puis en fait, elle était le symptôme d'une famille qui voulait aller trop vite face à un problème de santé mentale que la mère réprimait, vivait dans le déni. Puis un peu comme tu disais tantôt, Laurie, l'issue de cette thérapie-là, ça a été que la mère pleure. Du moment où la mère a parlé et a pleuré, l'enfant a parlé, l'enfant a marché, l'enfant était propre, s'est permis d'aller vers une certaine autonomie. Mais avant ça, elle disait à la famille, « Wow, là, on va se péter la face collectivement si on ne prend pas soin de maman. » Oui, puis tu sais, je pense que c'est là que, tu sais, de la même façon qu'on en parle, nous, plus il y a du dialogue, tu sais, plus il y a de la communication, puis c'est un peu ça, tu sais, plus on arrive à se connecter, autant dans la famille, avec ton exemple, Myriam, mais dans notre société, de vraiment se sentir comprise, entendue, de vraiment sentir qu'on a une place. Dans le fond, c'est juste ça qu'on a besoin. Puis avec vos initiatives, c'est un peu ça. OK, parfois, on va faire un documentaire, on va le montrer à tout le monde. Parce que là, à un moment donné, c'est comme, on veut que tout le monde entende à travers le mouvement Ma place au travail. Tu sais, justement, tu aurais pu juste faire ton petit truc chez toi, mais non, on va utiliser tout ce qu'on a, toutes les ressources qu'on a pour être capable. On veut se faire voir, on veut se faire entendre. Puis je pense que je trouve ça beau. J'espère qu'il va en avoir encore plus. Puis j'espère que justement, enfin, quelqu'un va tendre l'oreille et tendre la main. Mais j'allais dire, c'est ça le malaise, par exemple, qu'on doit vivre, Myriam et moi. C'est que, tu sais, moi, en ce moment, je me dis, bon, il va falloir que j'aille à Québec, là, comme Myriam elle l'a fait, puis que je chiale, là. Mais j'ai tellement l'impression que je n'aurai pas d'écoute. Fait que je suis comme ambivalente, tu sais. Je me sens vraiment... Oui, je vais en avoir, mais dans le sens où je te dis pas, je n'aurai pas d'écoute, mais je sens l'action après, par exemple? T'sais? Oui, c'est ça, je veux dire. L'action du gouvernement, tu ne l'auras pas tout de suite maintenant, là. C'est ça. Mais par contre, tu vas mettre une maudite gang de personnes en marche, par exemple. Ça, c'est moi, quand j'allais faire mon point de presse à l'Assemblée nationale, là, j'avais écrit mon texte jusqu'à 3 heures du matin la veille. Je partais à 5h30 de Kakuna. La veille, là, j'avais une amie qui me ramassait, là, j'étais en pleurs sur mon balcon. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Je connais pas ce monde-là. Pourquoi? Pourquoi moi je me sacrifie? C'est quoi ma place? C'est quoi ma parole? Je vaux rien. Et j'étais en train de me dénigrer, là. Je voulais plus y aller. J'étais prise de panique. Puis là, on a écrit un texte, finalement. On était, je pense, 5 dans le Google Doc, là, jusqu'à 3 heures du matin, à se convaincre qu'on avait une parole. J'étais pas tout seul à y aller. Je portais la force de 1000, de 10 000, de 50 000. Puis c'est ça qui m'a habité à ce moment-là. J'ai dit non, c'est moi, mais c'est moi parmi tant d'autres. Puis on a le droit d'être là et on doit dénoncer. Et c'est une colère qui m'a habité. Puis finalement, cette vidéo-là a été vue par plus d'1 million de personnes. Puis j'étais pas parfaite. Tu sais, j'étais pas parfaite. Puis je voulais pas être parfaite, mais finalement, dans ma vérité, ça a été vu. Oui. Ça a été... J'ai l'impression... Ouais, vas-y, Jess. Vas-y, puis je vous continuerai après. Parce que j'ai l'impression que qu'est-ce que j'observe peut-être, c'est OK, parfait, quand il y a un gros mouvement, là, OK, le documentaire est sorti, OK, là, tu es parti à l'Assemblée nationale, ouf, il y a comme une belle popularité, mais c'est comme si dans la constance des choses, là, parfait, il va y avoir d'autres élections. Fait que là, pendant les élections, on sait, tout est comme un peu plus fragilisé, mais l'autre, il porte-tu le flambeau du dernier ou parce que c'est pas la même organisation politique, ça s'est perdu en chemin, puis là, il faut se rebattre ou il faut refaire comme une espèce de show, là, pour être... ça prend quelque chose qui est constant. Il faut quelque chose qui... Oui, il faut quelque chose qui... Ça prend des lois, mais ça prend des décisions. Je veux dire, on va terminer bientôt, puis je veux juste rappeler que la décision de gagner là, du tribunal de la sécurité sociale pour que les femmes aient droit au chômage après un congé de maternité si tu perds ton emploi, on a gagné le 11 janvier 2022. Et là, le gouvernement est allé en appel pour contredire cette décision-là. Tu viens de me scier on est en mars. Là. Non, on va pas scier les jambes, on va se tenir debout. Exact, mais je ne l'ai même pas vu dans les médias, dans les journaux parler de ça. Moi, c'est mon avocat qui m'a dit ça parce que le 10 mars, le vendredi, je suis supposée passer en cours, moi, pour mon dossier à moi. Puis là, il dit, Jess, finalement, le gouvernement est allé en appel. Puis je suis comme, pardon?
Mais il faudrait que ça soit partout. Comment ça, tu peux aller en appel? Là, tu as une chance en or de faire place à la femme, à la santé, à ses droits, à la maman, la santé mentale. Oui, vraiment. La chance. Puis, tu décides d'aller en appel. C'est un double discours. Exactement. C'est dans les petites actions comme on avait gagné, là. Ta chance était là. Fait que ça doit être dans ces petites actions-là. Mais c'est ça, il va falloir continuer. Il faut toujours être vigilante. Puis, tu sais, hier, on citait aussi Simone de Beauvoir qui disait, tu sais, il suffit d'une pandémie, d'une guerre en Ukraine pour qu'on recule de 10 ans, de 100 ans dans nos droits. Puis, tu sais, quand on regarde où ça se passe mal, souvent, c'est un seul dirigeant qui a le pouvoir sur un pays au complet, tu sais, dont l'orgueil puis cette masculinité-là qui a été encensée, finalement, nous tue tous, là. Donc, tu sais, il faut toujours rester vigilante. Puis, on n'a pas Poutine, là, au Québec, là, tu sais, on ne va pas comparer ça. Par contre, il faut rester vigilant. Ouais. Puis quand il y a des décisions comme ça qui se prennent, il ne faut pas attendre que ça soit une question de vie ou de mort avant de se lever debout. Tu sais, si en dedans de vous, il y a une colère, dites-la au souper, dites-la autour de la table à vos collègues. Puis la colère, là, elle n'est pas mauvaise. Mais la colère, c'est une émotion qui sert à la survie. C'est une émotion qui est partagée par tous les humains sur la Terre, et dont les femmes. Et puis, je pense que cette colère-là, qu'on tolère trop, justement, ben, c'est cette colère-là qui nous étouffe tous au final, et les femmes, et les hommes, et les enfants. Puis moi, je vous invite là, le 19 mars à venir vibrer dans la colère, mais dans l'amour aussi avec nous. Parce qu'on va rejoindre des femmes de toutes les tranches d'âge. Je pense à la Voix des jeunes contes, un groupe qui milite pour la santé sexuelle, la prévention des violences sexuelles dans les écoles vont être là. Des groupes d'aînés, des syndicats d'infirmières, d'enseignantes, d'éducatrices vont être là. Et puis, je pense que les 19 mars, Myriam, c'est où? Devant l'Assemblée nationale à Québec. Il va y avoir des autobus de partout au Québec. Du covoiturage aussi organisé pour la planète, parce qu'il y a beaucoup de mères qui se lèvent aussi pour le futur de la Terre-mère, justement. Hein, quand on parle de survie, il y a tout ça aussi qui nous menace. Et donc, c'est pour envoyer un message qu'on n'a peut-être pas actuellement les positions de pouvoir ministériel, mais qu'on a une maudite force quand on est en gang, par exemple. Puis les femmes doivent exercer leur droit de vote aux prochaines élections. Oh oui, tout à fait. Vraiment. Hey, merci. Merci. J'ai le frisson de cette conversation qu'on devrait reprendre à chaque année pour voir justement l'évolution. Puis où est-ce qu'on est. Donc, merci. Jessica, je rappelle que ton documentaire Maman, pourquoi tu pleures est disponible sur nouveau.ca, sur Crave aussi. Puis on espère vraiment que ça va faire des bébés. Oui! Il y a plein de choses. On veut une deuxième partie avec les mères dans ce moment-là, tu sais, qui moi, je trouverais ça intéressant. Il y a quelque chose à faire avec les témoignages, je dirais. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, en ébullition, là. J'ai du popcorn dans la tête. Ah, on aime ça. J'aime ça. Et Myriam Lapointe-Gagnon, je rappelle que tu es porte-parole du mouvement Ma place au travail qu'on peut suivre sur tous les médias sociaux. Le 19 mars, tu as lancé l'appel. Donc, si jamais on est avant le 19 mars et que vous entendez cette conversation, vous pouvez vous joindre. Et après, il y aura tellement d'autres façons d'élever la voix, finalement. Puis on est un organisme à but non lucratif. Maintenant, vous pouvez être membre, vous pouvez prendre part aux décisions de l'organisme. Puis on a un site web avec plein de ressources pour les jeunes mères actuellement là, dans la crise des places en garderie, avec une banque de ressources vraiment spécialisée sur cette question-là. Puis je voulais vous annoncer une bonne nouvelle qui est venue hier, en fait. On s'est fait approcher par l'Organisation des Nations Unies pour venir bravo! Oui, puis sur le potentiel d'empowerment politique, économique et social des femmes. Puis, c'est assez hot. Puis tu sais, je veux vous rappeler que j'étais toute seule dans mon salon, en braillant, en bobette quand j'ai parti ça. Là. Ben oui. Là, 1 an plus tard, on est invité aux Nations Unies, pas parce que moi, je suis spéciale, parce qu'on est spécial. Parce que c'est réel aussi, ta prise de parole, c'est réel, tu sais. Mais c'est le fun de terminer là-dessus avec cette évolution-là qui donne de l'espoir, tu sais, de se dire ça vaut la peine, tu sais. Fait que des fois, peut-être que justement, je suis peut-être dans mon salon en bobette, puis je pleure, puis je me dis ça vaut rien, mais non, ça vaut la peine. Puis justement, plus on est ensemble, puis plus on est capable de porter ces combats-là ensemble, puis ça va faire la différence. On le souhaite le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous deux. Vraiment, sincèrement.
Bye bye. Bye. Bonne journée. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.